Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc reprendre là où je me suis arrêté la dernière fois, c'est-à-dire sur la question du rapport entre phrase et proposition, sur ces notions de phrase et de proposition. Je vous rappelle que ce que nous avions vu, c'est que ces deux notions peuvent être plus ou moins équivalentes dans la mesure où toutes les deux désignent d'abord une structure, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Mais la différence entre les deux est que la phrase, au sens où on l'entend dans la grammaire, scolaire ou la grammaire d'enseignement, c'est la phrase au sens graphique. Donc elle commence par une majuscule, elle se termine par un point d'exclamation ou des points de suspension. Et cette phrase graphique, en tant qu'elle commence par une majuscule et elle se termine par un point, elle se différencie de la notion de proposition, qui elle désigne bien une structure GS, GV et GC, mais quand elle est à l'intérieur d'une phrase. Donc, si vous voulez, d'un point de vue strictement linguistique, phrase et proposition sont des structures équivalentes, sauf qu'on réserve le terme proposition aux phrases intégrées dans une phrase qu'on peut appeler parfois principale, parfois non. Là aussi, on ne parle de principale que pour les principales et les subordonnées, mais bon, on pourrait très bien parler de principale dans le cas des coordonnées, mais c'est pas l'habitude. Alors, je vous avais rappelé aussi que donc il y a deux types de phrases complexes, des phrases. Bon, d'abord il y a les phrases simples et la phrase complexe. Les phrases simples sont les phrases dans lesquelles il y a une seule proposition. Les phrases complexes, les phrases dans lesquelles il y a plusieurs propositions. Et quand on a plusieurs propositions, il y a deux façons. Si vous voulez, quand il y a une phrase, quand il y a au moins deux phrases à l'intérieur quand il y a au moins deux propositions à l'intérieur d'une phrase, il y a deux façons de solutions pour mettre deux propositions dans une phrase. Soit on les met sur le même plan, elles sont équivalentes et elles sont juxtaposées ou coordonnées, ces deux propositions. C'est ce qu'on appelle donc la juxtaposition à la coordination. Soit il y a vraiment une qui est incluse dans l'autre. C'est le cas de la subordination. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle de principal et de subordonné dans le cas de la subordination, parce qu'on a cette idée renvoie à l'intuition que la subordonnée, elle est vraiment incluse dans la principale, alors que quand j'ai deux propositions coordonnées, elles sont toutes les deux, ces propositions coordonnées ou juxtaposées, incluses dans la phrase complète, la phrase graphique, mais on ne peut pas dire qu'il y en a une qui est incluse dans l'autre. Alors, du point de vue, disons, de la représentation visuelle de ces notions, je vous avais montré comment on peut représenter des exemples de phrases. Alors on avait, par exemple, elles se ressemblaient toutes, virgule, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments antiques qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, dont la pertinence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. On avait vu comment on peut représenter la phrase complète, P, donc la phrase graphique, comme étant composée de quatre propositions, dont les deux premières, P1, P2, sont coordonnées, sont juxtaposées par une virgule. Et puis, dans la P2, dans la deuxième proposition, j'ai trois propositions subordonnées. D'accord ? De même, dans une phrase comme celle-ci, je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire, et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Dans une phrase comme celle-ci, on a quatre propositions qui sont juxtaposées ou coordonnées, donc les deux premières. Enfin, disons la première, la deuxième et la troisième sont reliées par des conjonctions de coordination, mais la quatrième est reliée à la troisième par deux points, donc par un signe graphique de juxtaposition. Et puis dans la troisième et dans la quatrième, on a une proposition subordonnée qui est intégrée à l'intérieur. Et puis un dernier exemple ici, où on a deux phrases coordonnées par et puis, chacune de ces phrases contient une ou plusieurs propositions. La première contient une relative, la deuxième contient deux relatives. D'accord ? Bon, on reverra après en détail, évidemment, les différents types de subordonnées. Mais là, avec cette approche, je voulais simplement vous sensibiliser à ces relations d'inclusion de phrases les unes dans les autres. La chose importante, comme qui était le point vraiment sur lequel
j'ai beaucoup insisté et il me semble que là, il faut vraiment que vous ayez une idée très claire à ce sujet, c'est que on n'a pas la principale et après la subordonnée. Hein. Par exemple, si je prends juste P1 ici, quelquefois je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres. On ne peut pas dire qu'on a... c'est pas tout à fait... Il faudrait pas se représenter les choses comme si on avait la principale, quelquefois je m'approchais pour observer ces boîtes, et ensuite poser après la subordonnée qui se fondait comme des huîtres. Certes, ça se présente, ça apparaît comme ça graphiquement dans la phrase, mais en réalité, la proposition relative qui se fendait comme des huîtres est incluse dans P1. Elle n'est pas après P1. Elle est incluse parce que cette relative, comme on le verra pour toutes les relatives, elle joue le rôle d'expansion du nom boîte. Donc, ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, c'est le COD de observer. Hein, ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres. Et simplement, dans ce groupe verbal observer des boîtes qui se fendaient comme des huîtres, ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, dans ce COD, hein, ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, j'ai une expansion, hein, qui se rapporte à boîte, qui a une forme de proposition. Donc on voit bien que la proposition, elle est mise, elle est intégrée, là je veux dire c'est pas très précis quand on met comme ça, quand on indique que P1A est incluse dans P1. Plus spécifiquement, la subordonnée relative, elle est incluse dans le groupe nominal, ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres. Mais c'est bien une relation d'inclusion, c'est pas une proposition qui est mise après. De même, des exemples du type, je vous avais dit, je crois qu'il fera beau demain. Hein. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Je crois, proposition principale, qu'il fera beau demain, proposition subordonnée. Non, c'est pas comme ça qu'il faut se dire que la proposition principale, c'est je crois quelque chose. Hein. Je crois, il y a un X qui est, on ne sait pas, mais c'est pas je crois tout seul, c'est même pas une proposition, ça veut rien dire je crois, sauf si vous dites ça veut dire je crois en Dieu ou je sais pas quoi, mais bon là en l'occurrence c'est pas ça, c'est je crois X, je crois quelque chose, ok, ça c'est la principale, et à la place du X, à la place du quelque chose, eh bien il se trouve que j'ai une proposition entière, une subordonnée, qu'il fera beau demain, d'accord, donc j'ai bien l'inclusion de qu'il fera beau demain dans une structure je crois quelque chose, hein, et c'est à la place du COD de croire que j'ai la subordonnée. D'accord ? Bon, j'y reviendrai un petit peu quand on parlera des subordonnées en détail, mais ça, c'est l'idée vraiment dominante que vous devez retenir, hein, cette notion d'inclusion des propositions dans d'autres propositions. Alors ensuite, j'avais commencé de vous présenter les différents types de phrases, donc on avait vu les trois grands types, déclaratif, interrogatif, impératif, avec cette précision, je vous avais dit que traditionnellement, on inclut aussi l'exclamation, hein, parfois dans cette description des types de phrases, la phrase de type exclamatif, mais désormais on ne le fait plus, hein, parce que on s'est rendu compte que l'exclamation a un statut quand même un peu différent. D'abord, on le verra après, mais que l'exclamation, elle peut se rajouter à n'importe quel autre type. Par exemple, vous pouvez dire « cette chimiste travaille dans un laboratoire », simplement comme une simple déclaration de quelque chose qui est vrai, hein, phrase déclarative, je dis que cette chimiste, voilà. Et on peut prendre la même phrase, vous mettez un point d'exclamation à la fin, je sais pas moi, pour dire cette chimiste travaille dans ce laboratoire, point d'exclamation. C'est une phrase déclarative, mais simplement qui est en plus exclamative, d'accord ? Donc l'exclamation, c'est pas un type de phrase spécifique, c'est une forme de phrase qui s'ajoute au type existant. Donc les trois types de phrases sont donc le type déclaratif, interrogatif, impératif, qui correspondent chacun à un type d'acte, donc à une valeur pragmatique. Hein. Donc c'est un acte, c'est quelque chose qu'on fait en parlant. Hein. Ça c'est vraiment une découverte assez passionnante qu'ont faite des philosophes anglais au début du XXe siècle. Hein. Des gens comme Austin et ensuite Searle, etc. Enfin bon là c'est plus les Américains, mais bref, la découverte de la pragmatique. On fait des choses en parlant. Parler, c'est pas juste parler pour décrire des choses, on fait quelque chose en parlant. Bon, par exemple, si vous dites je te remercie, vous ne faites pas que dire la phrase je te remercie. Vous faites l'acte de remercier. L'acte de remercier passe par le simple fait de dire je vous remercie. C'est pas juste une phrase, hein, c'est un acte en même temps.
Même chose, le président du tribunal qui dit la séance est ouverte, ben, en disant la séance est ouverte, il ouvre effectivement la séance. Hein. Donc là, ce sont des paroles qui ont une valeur d'acte. D'accord ? Bon. Par contre, si vous ouvrez la porte en disant j'ouvre la porte, ça n'a absolument pas de valeur d'acte. Hein. C'est parce que vous ouvrez la porte qu'elle s'ouvre. C'est pas parce que vous dites que vous l'ouvrez qu'elle s'ouvre. D'accord ? Hein, c'est ça la différence. Hein. C'est la notion de performatif, elle a tendance parfois, en particulier dans les études littéraires, à être un peu élargie. Ou même parfois dans les études de genre, etc., à être un peu trop élargi, mais son sens de base, son sens fondamental, hein, à la notion de valeur pragmatique ou de notion de performatif, c'est l'idée vraiment qu'on effectue un acte en disant quelque chose, par le simple fait de dire quelque chose. Bon. Alors, fondamentalement, donc, quand on parle, il y a 3 types d'actes de base hein, qu'on fait. Soit on dit quelque chose en le présentant comme vrai, c'est l'assertion, hein, c'est la phrase déclarative. Quand je dis l'ordinateur est sur le bureau, je fais juste que je présuppose que ce que je viens de dire est vrai. Hein. Je peux le préciser, je peux dire il est vrai que l'ordinateur est sur le bureau, mais j'ai pas besoin. En général, je dis l'ordinateur est sur le bureau, ça présuppose que la phrase est vraie. Donc la phrase déclarative, c'est dire quelque chose en le présentant comme vrai. Ensuite, l'interrogation et l'ordre, hein, ça va de soi, c'est poser une question pour le type interrogatif et le type impératif donner un ordre. Alors ce que je vous avais précisé aussi la semaine dernière, c'est que parfois il y a une disjonction entre le type syntaxique et puis le type pragmatique. Hein. Par exemple, une interrogation peut avoir une valeur d'ordre. Le type syntaxique interrogatif, l'exemple typique c'est est-ce que tu peux me passer le sel ? C'est une interrogation, mais qui en fait a une valeur d'ordre. Hein. Donc parfois, ça ne coïncide pas, le type syntaxique, interrogatif, impératif, etc., ou le type pragmatique. Hein. Une interrogation peut avoir une valeur d'ordre. Une affirmation peut avoir une valeur interrogative, plus ou moins. Hein. Disons une phrase interrogative. Tu viens, par exemple, tu viens. Juste vous mettez un point d'interrogation, ça devient une phrase interrogative, bon parce qu'il y a un point d'interrogation, parce qu'il y a une intonation particulière, mais elle a une structure de phrase déclarative. Hein. C'est pas viens-tu, est-ce que tu viens, etc., qui là ont une structure de phrase interrogative. D'accord ? Donc il y a des petits brouillages hein, entre les types syntaxiques et les types pragmatiques, mais ça ne pose pas de difficultés particulières. Alors ensuite on a les formes de phrases. Donc je crois que j'étais allé jusque-là la dernière fois. Forme négative, passive, exclamative. Donc ça, ce sont les 3 formes de base qu'on enseigne. Les autres, je vais vous les montrer, mais on n'est pas obligé de les enseigner tout au moins dans une première étape. La négation, ça on ne peut pas y échapper. C'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. La négation, c'est un adverbe qui fait partie du groupe verbal. Elle mange des fraises, elle ne mange pas de fraises. Ne pas fait partie, c'est un adverbe. Hein. C'est un adverbe en 2 morceaux. On dit l'adverbe ne pas, on peut dire l'adverbe ne, l'adverbe pas, mais en gros la négation elle est formée par une sorte de locution adverbiale si vous voulez, mais on peut tout simplement on parle en général d'adverbe négatif ne pas. Vous voyez que parfois ça modifie le déterminant, bon ça je passe sur ce point, hein. On ne dit pas elle ne mange pas des fraises, bon, il y aurait une nuance de sens entre elle ne mange pas des fraises et elle ne mange pas de fraises, mais ça je passe parce que on s'intéressera plus tard à la question des déterminants. Et puis cette forme négative, vous voyez qu'elle peut se combiner avec la type déclaratif, le type interrogatif ou le type impératif. Hein. Avez-vous terminé, n'avez-vous pas terminé, ouvrez la fenêtre, n'ouvrez pas la fenêtre. Donc ça combine en général négation, interrogation, affirmation. Bon, la plupart du temps, les interronégatives n'ont pas une valeur interrogative. Hein. Par exemple, on dira tu n'en as pas marre de faire autant de bruit. Bon, interronégative, mais ça veut dire arrête de faire du bruit. Ou alors ça peut être une affirmation, par exemple, je sais pas moi, les Français ne sont-ils pas célèbres pour d'accord, interrogation négative, mais je suis en train de dire les Français sont célèbres pour. D'accord, c'est parfois l'interronégative, elle a une valeur déclarative. Bon, mais ça, ce sont des nuances de sens supplémentaires. La forme passive,
Bon, bah, ça vous connaissez, hein, deux témoins ont raconté la scène a été racontée par deux témoins, donc on a ce schéma classique où on a le sujet de la phrase active qui devient le complément d'agent de la phrase passive et le COD qui devient le sujet. Hein. La scène, donc, devient sujet, et puis la forme exclamative, comme on a vu tout à l'heure, elle peut s'ajouter aux autres. D'accord ? Très bien. Alors maintenant, on va approfondir un peu en ajoutant d'autres éléments qui là sont vraiment pour l'enseignant, mais qu'on n'est pas du tout obligé d'enseigner, en tout cas dans les premiers niveaux. Hein. Ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec vraiment des niveaux, je dirais même C1. Bon. Alors, la forme emphatique. Alors là, c'est typiquement, vous voyez, le genre de choses qu'on évite dans les textes quand on travaille sur la syntaxe. Mais si on veut l'étudier, bon, il faut savoir la décrire. Alors la forme emphatique, c'est une forme d'insistance sur un constituant. On veut mettre l'accent, mettre en évidence, mettre en emphase un constituant de la phrase. Alors il y a deux procédés, et puis le troisième, c'est la combinaison des deux. Donc l'extraction, le détachement ou la combinaison d'extraction et de détachement. Alors qu'est-ce que c'est que l'extraction ? C'est la formule c'est que. D'accord ? Par exemple, tu joues ta vie. Bon, tu joues ta vie. Le COD ta vie, vous voulez le mettre en relief. D'accord ? On parle parfois de mise en relief. Tu joues ta vie, on va dire c'est ta vie que tu joues. D'accord ? Qui va être une extraction du COD et une mise en évidence de ta vie. Autre exemple, si vous voulez mettre en évidence le sujet, par exemple, vous prenez ton avocate pourra te conseiller, le sujet, ton avocate, va pouvoir être mis en évidence par c'est que, en relief par c'est que, c'est ton avocate qui pourra te conseiller. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça signifie du point de vue de l'analyse syntaxique ? Si vous avez une phrase, par exemple, c'est ta vie que tu joues, comment vous allez analyser ça ? Je pense que ce serait tout à fait une erreur d'essayer d'analyser que tu joues comme une espèce de relatif, de complétif, on ne sait pas trop. Hein. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Il faut enlever l'extraction et dire que ce qu'on analyse, c'est ta vie que tu joues. On analyse tu joues ta vie, hein, où on va dire tu, sujet de la phrase, joue ta vie, groupe verbal, ta vie COD de joue. D'accord ? C'est ça la phrase qu'on analyse. Et sur cette phrase, il y a eu une opération d'extraction. Extraction par c'est que, c'est ta vie que tu joues. Mais on ne va pas analyser le C apostrophe, on ne va pas analyser le est, on ne va pas analyser le que. D'accord ? Parce que ce sont des structures grammaticalisées. C'est que. Donc en fait, il faut être capable d'enlever l'extraction pour avoir la phrase de base, et ensuite on peut analyser grammaticalement la phrase de base. Vous voyez ? Pareil pour c'est ton avocate qui pourra te conseiller. Alors, vous ne vous en sortez pas si vous essayez de dire que qui est un pronom relatif qui se rapporte à avocate, et le c'est serait une espèce de présentatif. Non, ça ne marche pas comme ça. Bien sûr, il y a le présentatif qui existe, c'est Pierre, point d'exclamation. Bon. Ici, on a une structure, c'est qui sert à encadrer avocate. Donc, on n'analyse pas ni le c'est, ni le qui, etc. On analyse la phrase dans laquelle on a enlevé le procédé d'extraction. Donc, au lieu de partir de c'est ton avocate qui pourra te conseiller, enfin, disons, on part de c'est ton avocate qui pourra te conseiller, on part de là, on dit, cette phrase, on l'a obtenue par un procédé d'extraction à partir de ton avocate pourra te conseiller, et puis donc dans laquelle on a fait une extraction par c'est qui, et ensuite on analyse ton avocate pourra te conseiller, ton avocate groupe sujet, composé qui est un groupe nominal avec un déterminant possessif ton et un nom avocate, pourra te conseiller, groupe verbal avec un verbe plus te conseiller un COD qui contient deux éléments. Qui contient conseiller, et puis te qui est le COD de conseiller. D'accord ? Donc, on n'analyse pas, si vous voulez, la structure telle qu'elle apparaît immédiatement. Hein, on la transforme pour pouvoir ensuite l'analyser.
Deuxième procédé, le détachement. Détachement d'un constituant. Donc là, au lieu d'utiliser c'est que, on place le constituant en tête de phrase ou en fin de phrase, pour le mettre en relief. Par exemple, si vous partez de la phrase « Le problème est que nous ne sommes pas assez nombreux », vous allez détacher. Alors vous voyez, la structure de la phrase est presque la même. Le problème, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux. Bon. Ici, vous voyez que la différence avec la phrase précédente, c'est que vous avez détaché par une virgule ou par l'intonation le problème, et vous l'avez repris avec C apostrophe. D'accord ? Le problème, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux, donc là aussi, je ferai la même recommandation. Il ne faut pas analyser le problème, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux, il faut l'analyser. Le problème est que nous ne sommes pas assez nombreux, et dire que cette phrase a subi un procédé de détachement. Avec ton avocate pourra te conseiller, on peut dire ton avocate, elle pourra te conseiller. D'accord ? Bon, là c'est plus facile. Si on veut vraiment faire l'analyse, c'est plus facile si on veut faire l'analyse sans parler de détachement, mais à mon avis c'est moins intéressant. On peut très bien dire, là ça pose pas autant de problèmes qu'avec le c'est que, on peut très bien dire que elle est le sujet de pourra et que ton avocate est apposée à elle. Parce qu'il y a une relation d'apposition, une fonction d'apposition. On n'a pas vu fonction apposition, mais je vous en reparlerai. Bon, on peut faire ça. Mais si vous voulez, si vous faites ça, vous voyez bien que vous décrivez effectivement la phrase. Vous décrivez, vous dites que elle est sujet, vous dites que ton avocate est apposée à elle, mais vous ne montrez pas l'intérêt du procédé d'extraction. Vous ne montrez de détachement, pardon. Vous ne montrez pas l'intérêt du procédé de détachement. Vous ne montrez pas que ton avocate, elle pourra te conseiller. C'est juste une transformation à partir de ton avocate pourra te conseiller, et qu'on a mis en relief un constituant d'une phrase de base. D'accord ? Donc on revient à la phrase de base pour montrer le procédé. Et puis donc la combinaison des deux. Donc ça va être par exemple ce que tu joues, c'est ta vie. D'accord ? Donc tout à l'heure on a vu l'exemple tu joues ta vie, donc on peut faire une extraction avec c'est ta vie que tu joues, mais si vous voulez combiner les deux, vous allez détacher ce que tu joues d'un côté, c'est ta vie de l'autre. Même chose pour ton avocate, elle pourra te conseiller, là qui est la phrase en détachement. Eh bien, vous pouvez combiner détachement et extraction en disant celle qui pourra te conseiller, c'est ton avocat. D'accord ? Bon, voilà, c'est simplement la combinaison des deux précédents, mais l'important c'est de comprendre déjà les deux procédés de base. Donc même chose, dans tous ces cas, on revient à la phrase de base pour l'analyse grammaticale. D'accord ? Alors ensuite, il y a la forme impersonnelle. Bon, quand on parle de forme impersonnelle, on parle uniquement des situations dans lesquelles il y a un passage possible de la forme impersonnelle à la forme non impersonnelle. Par exemple, il soufflait un vent de panique, c'est la forme impersonnelle de un vent de panique soufflait. D'accord ? Un vent de panique soufflait, vous le transformez en forme impersonnelle, ça donne il soufflait un vent de panique. Par contre, si vous dites il pleuvait, il neigeait, etc., là c'est pas une forme impersonnelle. Parce que dès qu'on parle de forme négative, forme emphatique, forme impersonnelle, on parle d'une transformation de la phrase, qui peut être faite ou non. Donc on fait la différence entre les cas où le verbe est conjugué à la forme impersonnelle. Enfin, le verbe est impersonnel, enfin c'est pas qu'il est conjugué, c'est que c'est un verbe impersonnel, pleuvoir, mais il est pas il n'est pas dans une phrase de forme impersonnelle au sens où il n'y a pas un correspondant non impersonnel de il pleuvait. Oui, il y a quelque chose qui... Non ? Oui, alors, la deuxième partie de la diapositive là, indique que, effectivement, quand on parle de phrases impersonnelles, de forme impersonnelle ou de phrases de forme passive, évidemment, il faut que ce soit dans la principale. Parce que si vous dites
par exemple, Alice redoutait qu'il souffle un vent de panique, la phrase, elle n'est pas de forme impersonnelle, hein, puisque vous avez la phrase Alice redoutait qu'il souffle un vent de panique. Par contre, c'est la subordonnée, la proposition subordonnée qui a la forme impersonnelle, hein, mais pas la phrase. D'accord ? Pour qu'on puisse parler de phrases de forme impersonnelle ou de phrases passives, eh bien, il faut que ce soit la principale, hein, qui soit concernée. Alors, un petit complément sur la négation, parce que, bon, c'est vrai que la négation, c'est vraiment un sujet assez passionnant d'ailleurs, parce que c'est assez variable entre les langues. C'est une opération logique, hein, la négation. Je veux dire que, c'est vraiment un des opérateurs logiques fondamentaux. Et en fait, il y a vraiment une relation. Le principe de la négation, c'est que si vous avez une phrase vraie, la négation est fausse, et si vous avez une phrase fausse, la négation est vraie. Hein. Par exemple, je sais pas moi, si vous dites Paris est la capitale de la France, c'est vrai, vous faites la négation, Paris n'est pas la capitale de la France, c'est faux. Par contre, si vous dites New York est la capitale de la France, c'est faux. Mais si vous faites la négation, New York n'est pas la capitale de la France, c'est vrai. D'accord ? Donc, en fait, la négation, elle inverse la valeur de vérité de la phrase, hein, de la proposition. D'accord ? C'est ça sa valeur de base. Mais, à partir de là, ça c'est la valeur logique de la négation. Hein. C'est une pure opération logique, la négation. Mais il y a, dans les langues, après, il y a des variations, hein, et des constructions plus subtiles de la négation. Alors, on distingue en français déjà la négation totale de la négation partielle. La négation totale, c'est vraiment, c'est l'équivalent de la négation logique, hein. Ça porte sur l'ensemble de la phrase et on utilise des adverbes comme ne pas, ne nullement, ne aucunement. Hein. Elle aime le cinéma français, elle n'aime pas le cinéma français. Elle a besoin de vos conseils, elle n'a nullement, elle n'a aucunement besoin de vos conseils. D'accord ? Donc on a vraiment le contraire. Hein. Elle aime le cinéma, elle n'aime pas le cinéma. Enfin, elle aime le cinéma français, elle n'aime pas le cinéma de français. Alors que la négation partielle, en fait, elle porte sur un constituant particulier de la phrase, pas sur l'ensemble complet de la phrase. Par exemple, vous prenez « personne ne l'a écouté ». C'est la négation de quoi ? C'est la négation de « quelqu'un l'a écouté ». D'accord ? La négation partielle. Si vous partez de « quelqu'un l'a écouté », il y a deux façons de faire une négation à partir de « quelqu'un l'a écouté ». Vous pouvez faire une négation totale, « quelqu'un ne l'a pas écouté », dans ce cas-là, d'accord, hein, c'est une négation totale, mais vous pouvez obtenir aussi une négation, mais partielle cette fois-ci, qui porte que sur le quelqu'un, en disant « personne ne l'a écouté », qui est le contraire de « quelqu'un l'a écouté ». D'accord ? Quelqu'un l'a écouté, bifurcation, négation entre la négation totale, quelqu'un ne l'a pas écouté, d'accord ? Ou bien négation partielle, personne ne l'a écouté, quand la négation porte uniquement sur quelqu'un. Rien ne changera, c'est la négation de, par exemple, quelque chose changera. Ça porte sur le quelque chose, d'accord ? Même chose, si vous partez de quelque chose changera, si vous avez les deux possibilités de négation. Quelque chose ne changera pas si vous faites une négation totale, ou bien rien ne changera si vous faites une négation partielle. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est la négation de certains sont censés ignorer la loi. Hein, c'est toujours sur des pronoms. Et là aussi, vous pouvez dire certains ne sont pas censés ignorer la loi si vous voulez faire une négation totale, mais si vous faites une négation partielle, ça donne nul n'est censé ignorer la loi. Alors ensuite, la négation, elle peut porter vraiment sur le déterminant. Hein. Aucun détail ne lui échappe, c'est la négation de certains détails lui échappent. Certains détails lui échappent, aucun détail ne lui échappe. Si vous faites une négation totale à partir de certains détails lui échappent, vous allez avoir certains détails ne lui échappent pas. C'est pas la même chose qu'aucun détail ne lui échappe. D'accord, vous voyez, c'est pas du tout obligatoire dans les langues hein, qu'il y ait cette différence entre négation totale et partielle. Je sais pas d'ailleurs, en espagnol, je suppose que ça existe, hein, ça. Les deux, je suis désolé, hein, je ne connais pas du tout la langue espagnole, mais je veux dire, cette distinction entre négation totale et partielle, vous la retrouvez en espagnol? Non? Oui? En revanche, en chinois, est-ce qu'on a l'équivalent de ça? Par exemple, si vous partez de certains détails lui échappent,
est-ce que vous pouvez faire soit certains détails ne lui échappent pas, soit aucun détail ne lui échappe. Vous voyez, les deux sortes de négation à partir de la phrase de base. Pardon? Vous n'êtes pas sûr? Ou alors peut-être qu'il faut complètement modifier la phrase. Ça fait deux phrases complètement différentes. Par exemple, donc si on prend certains détails lui échappent, d'accord? Ça, vous voyez comment vous le diriez en chinois? Certains détails lui échappent. Maintenant, si vous faites certains détails ne lui échappent pas, vous voyez comment vous diriez ça en chinois? Certains détails ne lui échappent pas. Mais maintenant, essayez d'imaginer aucun détail ne lui échappe. Est-ce que vous traduisez différemment? Oui? Alors, peut-être pour vous camarades, vous pourriez dire, alors, si vous partez de... nous, on va rien comprendre, hein, mais peut-être pour les autres camarades chinoises qui sont ici, certains détails lui échappent. Vous diriez comment? Certains détails lui échappent. En chinois, donc vous diriez comment? Non, vous pouvez vous mettre d'accord sur une traduction? Oui? Vous diriez quoi alors? Je ne sais pas, pour que tout le monde entende. Oui? Ça vous va? Bon. Certains détails ne lui échappent pas. Oui? Bon, écoutez, c'est un peu compliqué d'entrer justement dans les détails. Bon, là, on va dire que certains détails de la langue chinoise nous échappent, hein, et on va passer à la suite. Donc, la négation porte sur un adverbe maintenant. Alors là, ça va être des exemples du type « elle ne travaille guère », elle comme étant la négation de « elle travaille beaucoup ». D'accord? Et là aussi, mais là, en revanche, vous voyez, la nuance entre la négation totale et la négation partielle devient extrêmement faible. Hein, parce que si vous faites une négation totale, elle ne travaille pas beaucoup. Et la négation partielle, elle ne travaille guère, vous avez à peu près le même sens. Sauf si vous essayez de dire qu'elle ne travaille pas beaucoup, mais c'est presque impossible à interpréter comme ça en français, ça voudrait dire que, en fait, le beaucoup, il porte sur « elle ne travaille pas ». Elle ne travaille pas, et cela trop souvent, d'une certaine façon. Mais bon. Elle ne travaille jamais, elle travaille toujours. Alors là, en revanche, on peut assez bien sentir la différence entre négation totale et négation partielle. Elle travaille toujours, ça donne donc, sur la négation porte sur l'adverbe toujours, ça donne elle travaille jamais. Mais la négation totale va être elle ne travaille pas toujours. Et là, c'est pas du tout la même chose. Elle ne travaille pas toujours et elle ne travaille jamais. D'accord? Donc vous voyez, encore une fois, ce sont des moyens grammaticaux d'obtenir des nuances sémantiques assez fines, hein, en français. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle la négation exceptive, avec ne que, qui en fait est une espèce de fausse négation. Hein. Mais on parle quand même de négation, en fait, parce qu'on a quand même un adverbe négatif. Quand vous dites, par exemple, je n'aime que les films français. Donc on a bien un ne qui rappelle la négation, hein, ne pas, mais vous dites, c'est pas du tout la même chose de dire je n'aime que les films français, je n'aime pas les films français, c'est justement tellement l'opposé, hein, je n'aime que les films français, ça veut dire j'aime les films français, hein. Alors pourquoi on parle de négation dans ce cas-là? Je n'aime que les films français, ça veut dire j'aime les films français. Pourquoi on parle de négation? Parce qu'il y a une négation cachée dans le « je n'aime que les films français ». La négation cachée, c'est que non seulement, certes, on dit « j'aime les films français », mais on dit « je n'aime pas les films qui ne sont pas français ». Donc c'est ça la négation un peu cachée dans la négation exceptive. Il y a une sorte de double négation qui s'ajoute à l'affirmation. Hein. Donc, je n'aime que les films français, il y a bien une idée négative, mais cette idée négative, elle ne porte pas sur le prédicat principal, j'aime les films français.
Bon, deux remarques complémentaires. Ça, tout ce qu'on a vu, là, c'est la négation qu'on appelle de phrase. Mais vous pouvez avoir aussi la négation lexicale, hein, au moyen de préfixes. Possible, impossible, réel, irréel, etc. D'accord, hein, c'est aussi de la négation, mais cette fois-ci de la négation dans le lexique, au moyen d'un moyen lexical. Et puis en français, il y a aussi un nœud un peu bizarre. Alors là, ça a vraiment de moins en moins de rapport avec la négation, mais il y en a quand même un, qu'on appelle le nœud explétif. Par exemple, dans une phrase, c'est même pas obligatoire, hein, dans une phrase comme « Je crains qu'Alice ne parte », on peut très bien dire « Je crains qu'Alice parte ». Hein. Mais, dans un français un peu soutenu, on va dire « Je crains qu'Alice ne parte ». Donc c'est pas du tout de la négation, hein, au sens où on craint, c'est pas qu'on craint pas, le départ il va pouvoir avoir lieu, hein. Mais le fait qu'il y ait une négation vient du fait que l'idée de crainte emporte avec elle cette idée qu'on craint quelque chose qui peut arriver ou ne pas arriver. D'accord ? Donc même si c'est le départ qu'on craint et pas le non-départ, on va avoir cette trace d'une idée négative avec le nœud. Bon, ça c'est un petit peu compliqué, c'est une subtilité du français, j'irais même jusqu'à dire une bizarrerie du français, mais c'est intéressant du point de vue linguistique, mais disons du point de vue de l'enseignement de la grammaire, tout cela correspond quand même à des analyses qu'on va éviter, disons, si on travaille avec des niveaux B1, B2, on va faire la distinction peut-être entre négation totale et partielle, mais on va s'arrêter là. Hein. Alors, ensuite, dans la question de la phrase, des types de phrases, il faut dire un mot, mais c'est très rapide, parce que, bon, au fond, il faut les connaître, mais encore une fois, c'est précisément parce qu'elles sont atypiques qu'on n'a pas besoin de les étudier en détail, ce qu'on appelle donc les phrases atypiques. Donc les phrases qui n'ont pas du tout une structure de phrase normale, entre guillemets, sachant que la structure de phrase typique, hein, c'est groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Il y a des phrases qui ne se présentent pas comme ça. Hein. Par exemple, donc, j'avais déjà donné cet exemple-là, excellent ce rôti. Ah bah oui, c'est le même exemple que j'ai repris là. Excellent ce rôti. Vous voyez que si vous prenez ça, c'est une phrase, hein, il n'y a pas de doute. Excellent ce rôti, point d'exclamation, c'est une phrase. Par contre, il est où le groupe sujet, il est où le groupe verbal bon, hein. Excellent ce rôti, il n'y a pas de verbe déjà. Il y a un adjectif, excellent, et ce rôti, un groupe nominal. D'accord ? Donc, c'est une phrase qui n'a pas la structure normale. Hein. C'est pour ça qu'on parle de phrase atypique. Alors, on peut distinguer, c'est un classement qui vaut ce qu'il vaut, mais trois types de formes de phrases atypiques. Il y a la phrase non verbale, déjà. Alors, on parlait autrefois de phrases nominales, mais c'est un peu maladroit parce qu'il y a des phrases, disons, non verbales qui sont faites avec des adjectifs, donc c'est pas forcément des phrases nominales. Et ces phrases non verbales, elles n'expriment pas de verbe, il n'y a pas de verbe, disons, explicite, mais il y a quand même une relation entre deux éléments, non pas un sujet et un verbe, mais un sujet et un prédicat. Quand je dis excellent ce rôti, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire ce rôti, groupe sujet, est excellent, groupe verbal. D'accord ? Sauf que dans la phrase telle que je la prononce, il n'y a pas de groupe verbal. Je dis excellent ce rôti, je dis le sujet et je dis juste excellent. Mais je peux reconstituer malgré tout un sujet et un prédicat. D'accord ? Donc en général, la phrase verbale, elle est composée de deux constituants, un sujet, un prédicat. Et elle peut avoir un type déclaratif ou un type interrogatif. Type déclaratif, chacun sa croix. Type interrogatif, prêts les enfants ? Bon, ça veut dire les enfants sont prêts, hein, à la forme interrogative. Mais on peut avoir parfois un seul constituant, hein, apparent. Là, quand je dis excellent ce rôti, chacun sa croix, prêts les enfants, j'ai deux éléments, un sujet, un prédicat. En revanche, si je dis Alice a démissionné, incroyable, j'ai un seul constituant dans ma phrase non verbale. Mais ça veut dire
le fait qu'Alice a démissionné est incroyable. Donc en fait, j'ai juste exprimé le prédicat, hein, incroyable. Si j'ai une pancarte fermée les dimanches et les jours fériés, en fait, ça veut dire ce magasin est fermé les dimanches et les jours fériés. Si je dis dehors, je dis vous allez dehors. Bon, donc à chaque fois, j'ai l'expression du prédicat et le sujet est donné par la situation. Mais j'ai toujours deux éléments, hein, sujet, prédicat. Donc ça, c'est la phrase. Oula, qu'est-ce qui se passe là ça, c'est la phrase non verbale. Deuxième exemple. Deuxième type de phrase atypique, deuxième sorte de phrase atypique, la phrase qu'on va dire elliptique. Alors là, c'est simplement qu'il y a un élément qui est restituable dans le contexte immédiatement. Hein. Si on a un enchaînement, mais où est donc Pierre à l'étage? Quand je dis à l'étage, c'est pas tellement que c'est une phrase non verbale, mais c'est surtout que je n'ai pas répété Pierre est à l'étage. D'accord ? Là, j'ai le constituant sujet et d'ailleurs le verbe sont redonnés par le contexte. Hein. Qui a une réponse moi? Voilà, le pronom moi, c'est une phrase elliptique qui veut dire moi j'ai une réponse. D'accord? Donc là, c'est simplement des ellipses. Où est le dessert dans le réfrigérateur? Que manque-t-il le dessert? Voilà. Hein. Alors que si on a un groupe nominal du genre « quelle sottise », vous voyez, je n'ai rien avant qui me donne le moyen de combler l'ellipse du groupe nominal. Quand je dis « quelle sottise », ça veut dire, je sous-entends qu'il y a une certaine situation, et je dis que c'est une situation, cette situation, c'est une sottise. D'accord ? Donc là, j'ai une phrase averbale. Là, je n'ai pas une phrase averbale parce que, en fait, l'élément qui manque, il est donné par le contexte. Hein. Le dessert est dans le réfrigérateur. Il manque le dessert. D'accord ? Et puis enfin, bon, dernier cas de figure, c'est le mot phrase, donc des mots comme oui, non, pas du tout, etc., qui forment une phrase à eux seuls. Hein. Vous voyez, donc ces trois types de phrases atypiques, la phrase averbale, la phrase elliptique ou le mot phrase, certes, ce sont des phrases, mais bien sûr, elles ne correspondent absolument pas au schéma habituel de la phrase, donc ce sont des cas qu'il faut prendre la précaution d'éviter hein, dans les exercices. Alors, on arrive à un exercice d'application, donc consistant à partir donc de ce texte extrait du Cousin Pons de Balzac, à étudier les types et les formes de phrases. Donc on peut lire le texte si vous voulez. Donc c'est une situation, enfin je ne sais pas si vous l'avez lu, le Cousin Pons, c'est vraiment il n'est pas très connu je crois ce roman de Balzac, mais c'est vraiment extrêmement drôle et c'est un plaisir de lecture, franchement je vous le conseille, hein, le Cousin Pons. Donc là c'est une situation dans laquelle une famille veut marier sa fille et ils ont trouvé un type, un certain Brunner, qui est un Allemand, et au départ, ils pensent que cet Allemand est riche et de bonne famille, etc. Donc ils vont essayer de favoriser le mariage ou la rencontre entre la jeune femme qui s'appelle Cécile et ce fameux Brunner. Et puis finalement, le Brunner en question, il la trouve insupportable, la fille, elle est trop égoïste, trop stupide, etc. Donc ils vont faire croire que cet Allemand est absolument indigne, c'est un pauvre type, etc. Alors qu'en fait c'était juste lui qui a trouvé cette fille absolument odieuse, quoi. Donc je lis le passage. La présidente, c'est pas une présidente de la République, hein, c'est une présidente, je me souviens plus exactement quelle est c'est la femme d'un président de quelque chose. La présidente en femme habile eut quelque chose de particulier à dire à son cousin, afin de laisser Cécile un instant en tête-à-tête avec son Werther. Vous voyez à quoi ça fait allusion avec son Werther? Est-ce que quelqu'un sait? Ça vous dit quelque chose? Avec son Werther. Non, vous voyez pas, non, c'est juste une petite question culturelle. Hein. Ça fait allusion à un roman très célèbre de Goethe qui s'appelle Les Souffrances du jeune Werther. Un roman tellement célèbre que des
des dizaines de personnes se sont suicidées à l'époque parce que c'était un personnage, c'est le pré-romantisme si vous voulez, un personnage torturé, tout ça, qui est amoureux puis qui se suicide. Et il y a eu des vagues de suicides, paraît-il. Hein. Donc c'est un roman dans l'histoire de l'Europe extrêmement célèbre, Les souffrances du jeune Werther. Et donc c'est un roman de Goethe, un Allemand, un amoureux, etc. Donc c'est pour ça qu'il dit en tête à tête avec son Werther. Hein. Donc ça, si vous l'avez jamais lu, c'est un petit roman. Pareil, bon, je suis pas là pour vous donner spécialement les conseils de lecture, mais je saisis l'occasion. Les souffrances du jeune Werther, ça fait partie, si vous voulez, du b.a.-ba de la culture européenne. Bon, voilà. Cécile bavarda considérablement. Donc, vous voyez, la mère s'en va avec un prétexte pour laisser Cécile avec le garçon. Cécile bavarda considérablement et s'arrangea pour que Frédéric, donc c'est le fameux Brunner, hein, c'est l'allemand, Frédéric aperçut un dictionnaire allemand, une grammaire allemande, un Goethe, donc un livre de Goethe, qu'elle avait caché. « Vous apprenez l'allemand » dit Brunner en rougissant. Et là, Balzac, évidemment, malicieusement, dit « Il n'y a que les Françaises pour inventer ces sortes de trappes, des sortes de pièges. Hein. » C'est un piège tellement ridicule que, bon... alors, donc c'est simplement que, vous comprenez, elle a fait exprès, comme elle sait qu'elle veut plus ou moins séduire un Allemand, elle a mis en évidence des dictionnaires, des livres en allemand, pour faire croire qu'elle s'intéresse à l'allemand, alors que c'est pas du tout le cas. « Oh, dit-elle, êtes-vous méchant, ce n'est pas bien, monsieur, de fouiller ainsi dans mes cachettes, hein, alors que c'est elle qui a fait exprès de mettre les choses en évidence pour que l'autre les voie. Je veux lire Goethe dans l'original, répondit-elle, et il y a 2 ans que j'apprends l'allemand. » Et là, Brunner répond, et ça c'est l'humour de Balzac, « La grammaire est donc bien difficile à comprendre, car il n'y a pas 10 feuillets de coupés, répondit naïvement Brunner. » Alors, à quoi ça fait allusion, ça, 10 feuillets de coupés? C'est que autrefois, les livres, pour les lire, il fallait couper les pages. Les pages étaient pliées, les livres étaient vendus avec les pages pliées, il fallait couper les pages. Donc elle dit que ça fait 2 ans qu'elle apprend l'allemand, et il n'y a même pas 10 feuillets de coupés dans la grammaire, donc autrement dit, ça se voit évidemment qu'elle n'a rien lu, et l'autre il est assez naïf, et il dit, la grammaire est donc bien difficile à comprendre, car il n'y a pas 10 feuillets de coupés. Cécile, confuse, se retourna pour ne pas laisser voir sa rougeur. Un Allemand ne résiste pas à ces sortes de témoignages. Ouais, bon, donc vous voyez les généralisations sur les nations hein, chez Balzac. Il n'y a que les Françaises pour, un Allemand ne résiste pas à. Hein. Ça, c'est les valeurs génériques de l'article, hein, on verra ça après. Un Allemand ne résiste pas à ces sortes de témoignages, donc à la rougeur hein, de la fille. Il prit Cécile par la main, la ramena toute interdite sous son regard, elle la regarda comme les fiancés se regardent dans les romans d'Auguste Lafontaine, de pudique mémoire. Là aussi, c'est bon, Auguste Lafontaine, totalement inconnu aujourd'hui. Hein, c'était sans doute un auteur, ça, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que c'était un auteur à l'époque de Balzac de romans sentimentaux complètement nuls. Mais de l'Auguste Lafontaine, de pudique mémoire, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des romans sentimentaux, mais qui vont pas, qui restent extrêmement disons, pudique. Voilà. Bon. Vous êtes adorable, dit-il. Celle-ci fit un geste mutin. Alors, comment expliquer mutin pour un geste un peu séducteur, disons. Hein. Enfin, je ne sais pas trop comment traduire, mais c'est un geste mutin qui signifiait « Et vous, qui donc ne vous aimerait ?» Et puis ensuite, « Maman, ça va bien », dit-elle à l'oreille de sa mère qui revint avec Ponce. Donc jusque-là, tout va bien, elle prévient sa mère que ça va bien, voilà. L'aspect d'une famille pendant une soirée pareille ne se décrit pas, vous voyez, bon, là vous aurez une négation à décrire ici. Chacun était content de voir une mère qui mettait la main sur un bon parti pour sa fille. Donc voilà. Ils ont évidemment invité d'autres gens, il y a toute une soirée, et c'est une soirée donc pour faire rencontrer des personnes. Et puis là, j'ai mis un blanc, hein, il y a pas mal de pages qui se passent, et ensuite il y a la partie suivante, où finalement, comme je vous le disais, l'Allemand en question a trouvé que la fille était vraiment trop insupportable et donc ne veut pas d'elle, et la famille de la fille va faire croire que l'Allemand est totalement indigne d'elle. Vraiment aujourd'hui, disait-elle, on ne saurait prendre trop de précautions quand il s'agit de mariage, et surtout quand on a affaire à des étrangers. Et pourquoi, madame? Que vous est-il arrivé? Demanda madame Chiffreville. Vous ne connaissez pas notre aventure avec ce Brunner?
qui avait l'audace d'aspirer à la main de Cécile. C'est le fils d'un cabaretier allemand, le neveu d'un marchand de peau de lapin. Donc, vous voyez, bon, des caractérisations professionnelles évidemment dévalorisantes. Est-ce possible? Vous, si ça agace, dit une dame. Donc, vous voyez, il y a toute l'ironie de Balzac là-dedans, mais bon. Ces aventuriers sont si fins. Mais nous avons tous eu par Berthier. Cet Allemand a pour ami un pauvre diable qui joue de la flûte. Il est lié avec un homme qui tient un garni rue du Mail avec des tailleurs. Nous avons appris qu'il a mené la vie la plus crapuleuse et aucune fortune ne peut suffire à un drôle qui a déjà mangé celle de sa mère. Mais mademoiselle votre fille eût été bien malheureuse, dit madame Berthier. Et comment vous a-t-il été présenté, demanda la vieille madame Lebas. Bon, voilà. Donc, ça c'était pour vous contextualiser un tout petit peu l'extrait. Maintenant, bon, on va passer à l'analyse simplement grammaticale. Donc, je vous demande de repérer type et forme de phrase, mais bon, vous n'allez pas dire chaque phrase déclarative, on ne va pas le dire à chaque fois, parce qu'il y en a plein, et on va simplement s'intéresser à tout ce qui n'est pas déclaratif. Donc, s'il y a des phrases interrogatives, des phrases impératives, hein, pour les types de phrases, et puis repérer les négations, éventuellement les emphases. Alors, j'en ai pas reparlé aujourd'hui, mais la semaine dernière aussi, je vous avais parlé des incises. Hein. Il y en a beaucoup dans ce texte, des choses du genre « dit-il hein, », qui en fait doivent être traitées, disons, séparément. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse, du coup c'est 9h, ça fera en même temps, je vous laisse le temps de faire l'exercice, et puis en même temps ça nous fera une petite pause entre les 2 heures de cours. Hein. Je vous laisse une dizaine de minutes. Je vais donc vous proposer un corrigé global, comme ça on va le faire assez rapidement, c'est pas très très compliqué finalement. Alors, j'ai mis donc en vert les négations, il y a que ça, non c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi j'ai mis celle-ci en vert. Bon, peu importe, donc j'ai surligné, enfin j'ai mis en rouge donc les choses intéressantes à commenter. Alors, on a donc la présidente en femme habile eut quelque chose de particulier à dire à son cousin afin de laisser Cécile un instant tête à tête avec son Werther. Là, il n'y a rien de spécial à dire, c'est une phrase déclarative. Cécile bavarda considérablement et s'arrangea pour que Frédéric aperçût un dictionnaire, etc. Là, on a 2 phrases déclaratives qui n'ont rien de particulier. Vous apprenez l'allemand, dit Brunner en rougissant. Alors, quel type... ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué la distinction entre les différents... Comme il y a différents types de négation et différents types d'interrogation. Mais peu importe, ici on peut répondre par oui ou par non, c'est une interrogation totale. Hein. En fait, bon, je vous le dis en 2 mots, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi j'ai oublié de vous dire ça. Vous avez 2 sortes d'interrogations, les interrogations totales auxquelles on peut répondre par oui ou par non, et les interrogations partielles qui sont toutes les autres. Hein. Par exemple, si vous dites « Pourquoi es-tu parti ?», là on ne peut pas répondre par oui ou par non. Hein. Donc ça questionne sur la cause, etc. Ou « Comment faut-il faire pour cela ?», on ne peut pas répondre par oui ou par non. Donc vous avez interrogation totale auquel on répond par oui ou par non, et interrogation partielle, en général, ce sont les autres. Donc ici, c'est une interrogation totale. Il n'y a que les Françaises pour inventer ces sortes de trappes. Donc vous voyez qu'on a ici une forme d'extraction. Hein. Ce sont les Français, c'est comme si on avait, ce sont les Françaises qui inventent ces sortes de trappes, une sorte d'extraction donc pour les Françaises. Mais une extraction d'un type un peu particulier par rapport aux extractions classiques qu'on a vues tout à l'heure. Oui, donc j'ai mis en gras toutes les incises qui sont du coup, si on analyse les formes de phrases, vous voyez, dit-elle, elle dit, bon, bah, après tout, c'est une phrase. Hein. Mais non, en fait, on ne l'analyse pas comme une phrase, c'est une incise. Disons que le verbe, vous voyez, répondit-elle, dit-il, disait-elle, demanda. Ce sont donc des structures qui sont détachées hein, par rapport à la phrase de base. Êtes-vous méchant ? Alors vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une structure de phrase interrogative, mais avec une exclamation. Hein. Donc c'est une phrase interrogative qui a la structure syntaxique de l'interrogation, mais c'est une affirmation. Hein. Vous êtes méchant. Êtes-vous méchant,
ce n'est pas une question. Elle ne demande pas est-ce que vous êtes méchant. Et puis c'est méchant dans un sens un peu particulier ici. Donc on a une structure interrogative qui a une valeur déclarative avec une exclamation. Ce n'est pas bien, donc simplement une négation totale ici. Ce n'est pas bien, c'est la négation de c'est bien, de Fouillé. Il y a 2 ans que j'apprends l'allemand, c'est j'apprends l'allemand depuis 2 ans avec une extraction du complément circonstanciel ici. J'apprends l'allemand depuis 2 ans, il y a 2 ans que j'apprends l'allemand, j'ai fait une extraction du complément circonstanciel. La grammaire est donc bien difficile à comprendre, car il n'y a pas 10 feuillettes coupées, encore une négation totale. Il y a 10 feuillettes coupées, il n'y a pas 10 feuillettes coupées. Cécile confuse se retourna pour ne pas laisser voir sa rougeur. Alors, disons que je l'ai mis d'une autre couleur là, parce qu'effectivement, on n'a pas une négation sous une forme, disons, avec le ne et le pas qui sont séparés, mais on voit bien que c'est la même valeur négative, mais qui porte cette fois-ci sur l'infinitif laissé. Un Allemand ne résiste pas, encore une négation, c'est une négation totale. Un Allemand résiste à ces sortes de témoignages, un Allemand ne résiste pas. Il prit Cécile par la main, la ramena tout interdite, etc. Vous êtes adorable, dit-il. Donc là, on a une phrase déclarative, exclamative, de forme exclamative. Et vous donc, qui ne vous aimerait? Alors, et vous donc, vous voyez, elle fit un geste mutin qui signifiait et vous donc. Là, on a vraiment une phrase atypique. C'est difficile de dire et vous donc, c'est plutôt elliptique. Vous êtes adorable et vous donc, ça signifie vous aussi vous êtes adorable, d'accord? Donc bon, mais c'est pas très intéressant. On va pas s'amuser à analyser et vous donc, qu'est-ce que c'est comme structure de phrase, etc. C'est une phrase atypique, on la laisse de côté. Et vous donc, qui ne vous aimerait? Donc là, en revanche, on a une phrase interrogative, une phrase de type interrogatif, qui ne vous aimerait. Maman, ça va bien. Là, une phrase déclarative exclamative. L'aspect d'une famille pendant une soirée pareille ne se décrit pas, négation totale. Vraiment, aujourd'hui, on ne saurait prendre trop de précautions. Alors ici, on a une négation qui est exprimée seulement par le ne. Mais c'est la même chose. Et pourquoi madame? Phrase de type interrogatif, mais cette fois-ci, vous voyez, c'est une interrogation partielle. Pourquoi madame? Par rapport à vous apprenez l'allemand, point d'interrogation, à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Pourquoi madame? Interrogation partielle. Que vous est-il arrivé? Interrogation partielle. Vous ne connaissez pas notre aventure. Alors là, vous voyez qu'on a une interrogation avec une négation. Une phrase de type interrogatif et négative, et de forme négative. C'est le fils d'un cabaretier allemand, etc. Là, j'ai juste une structure à présentatif. Vous voyez qu'on n'a pas le c'est que, c'est qui. Donc, c'est même pas un présentatif. C'est juste ici le C' renvoie à Brunner et on a une phrase attributive. Brunner est le fils d'un cabaretier allemand. Est-ce possible, vous, si sagace? Phrase interrogative, vous voyez. Qui n'a pas une vraie valeur d'interrogation. Vous, si sagace, vous qui êtes si sagace, là, on a aussi une phrase atypique de type averbal. Vous, si sagace, on a le vous qui est le sujet et si sagace qui est le prédicat avec une exclamation. Ces aventuriers sont si fins, phrase déclarative exclamative. Cet Allemand a pour ami un pauvre diable qui joue de la flûte, phrase déclarative de forme exclamative. Aucune fortune ne peut suffire, ici on a une négation. Mais mademoiselle, votre fille eût été bien malheureuse, là à nouveau une déclarative de forme exclamative. Mais comment vous a-t-il été présenté? Une phrase de type interrogatif. D'accord? Donc vous voyez que cette affaire des types et formes de phrases, c'est pas très compliqué à repérer, ça se voit facilement. Simplement, bon, il peut y avoir dans le détail des négations, des petites subtilités, dans la combinaison de l'interrogation, de la négation, etc., des valeurs obtenues qui sont et qui produisent des effets de sens intéressants.
Alors, on a terminé donc avec cette partie sur phrases et propositions. Je vous rappelle le plan du cours. Donc, vous voyez, on a vu déjà toutes les fonctions des mots et groupes de mots. Donc, on a vu le groupe sujet, donc la fonction sujet, le groupe verbal, les fonctions objet et attribut, donc COD, COI à l'intérieur du groupe verbal, le groupe circonstanciel et la fonction complément circonstanciel. Dans le groupe nominal, on a vu qu'il y avait l'expansion du nom avec épithète, complément du nom. Et puis là, il y a la fonction apposition et la fonction complément de l'adjectif. Il faudra qu'on ajoute ensuite, je crois que je ne vous en ai pas parlé. On vient de voir phrases et propositions avec les phrases simples, phrases complexes, subordination, coordination, juxtaposition, les types de phrases, les formes de phrases, phrases atypiques. Donc là, on a déjà vu pas mal de choses. Maintenant, on va revenir sur, on va reparcourir, si vous voulez, l'ensemble des formes du français, mais cette fois-ci du point de vue des natures de mots, les groupes de mots. Donc on va reparcourir, mais pas tellement en s'intéressant aux fonctions, mais aux natures de mots cette fois-ci. Il nous restera ensuite les subordonnés, et on aura parcouru l'ensemble de la grammaire du français. Alors, sur les natures de mots et groupes de mots, premier type sur lequel je serai très rapide, parce que c'est très simple, c'est la chose la plus connue, c'est le nom, avec la distinction entre deux grands types de noms. Ça, c'est quand même la distinction la plus basique, le nom propre et le nom commun. Alors, la différence entre nom propre et nom commun, c'est quand même vraiment l'idée que seul le nom commun renvoie à une catégorie. Là, je ne l'ai pas précisé sur cette diapositive, mais seul le nom commun renvoie à une catégorie. C'est-à-dire que vous dites une table, une chaise, etc., c'est une catégorie, table, chaise. Alors que les noms propres renvoient à des singularités, non pas à des catégories. Vous dites Paris, c'est la ville de Paris. Vous dites Victor Hugo, c'est la personne singulière Victor Hugo. Et même quand vous prenez les prénoms, je sais pas, Éric, Paul, Jean, etc., évidemment que ça ne désigne pas des catégories. Bien sûr qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui s'appellent Éric, etc. Mais en fait, le fait de s'appeler Éric ne veut pas dire qu'on a une certaine propriété, comme un objet qui s'appelle table a certaines propriétés reconnaissables. Vous voyez un objet et vous reconnaissez que c'est une table. Vous voyez quelqu'un qui s'appelle Éric, à voir comment il est, vous ne pouvez pas deviner qu'il s'appelle Éric, évidemment. Ça n'a aucun rapport, c'est une pure convention qui fait qu'on l'a nommé Éric et que voilà. Donc ça désigne des singularités, les noms propres, toujours. D'accord ? Même s'il y a plusieurs noms, plusieurs villes qui portent le nom de Paris, voilà, c'est pas un problème, c'est une espèce d'homonymie, mais chaque usage du mot Paris va désigner une singularité particulière. Donc ça, c'est important à comprendre. Les noms communs renvoient à des catégories, alors que les noms propres renvoient à des singularités. Alors, il y a d'autres types de distinctions qui sont importantes. Par exemple, entre noms concrets, noms abstraits, entre noms comptables, non comptables, entre animés, non animés. Bon, les noms d'êtres humains ou d'animaux sont des noms animés par rapport aux noms d'objets. Parfois, il y a des propriétés différentes. Par exemple, le pronom relatif qui, je prends juste un exemple comme ça, il va fonctionner différemment avec les animés et avec les non animés. Bon, par exemple, vous pouvez dire la personne qui parle ou la table qui est en face de moi. D'accord ? Ça marche si on est dans la fonction sujet. Mais si vous êtes dans une fonction indirecte, dans genre prépositionnel, la personne à qui je parle, ça marche. Mais la table à qui, etc., ça marche pas. C'est-à-dire la table à laquelle je pense, vous ne pouvez pas dire la table à qui je pense. D'accord ? Vous êtes obligé de dire à laquelle. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, le mot qui, il fait une différence dans son usage entre animé et non animé. Donc vous voyez, la distinction animé-non animé, elle peut avoir une conséquence grammaticale. La différence entre les noms comptables et les noms massifs, j'en reparlerai tout à l'heure ou la semaine prochaine quand on parlera de l'article. Et ça, c'est important. Concret, abstrait, ça a moins de conséquences au plan grammatical. Alors, donc voilà, sur le nom, on ne va pas aller plus loin, tout le monde reconnaît un nom. En gros, dans la grammaire, les gens reconnaissent à peu près les noms, les verbes, les adjectifs. Après, ça se complique entre les déterminants, les prépositions, les conjonctions. Là, les gens sont un peu plus perdus, mais pour nom, verbe, adjectif, on s'y retrouve à peu près. Maintenant, les déterminants. Bon. Alors, les déterminants, on les a vus
précédemment comme, enfin, disons, quand on a travaillé sur les fonctions dans la phrase, et on les a vus comme étant des éléments, les déterminants, faisant partie de la structure du groupe nominal. Dans un groupe nominal, il y a en général un déterminant. C'est pas obligatoire, hein, parce qu'on peut très bien avoir des groupes nominaux qui n'ont pas de déterminant. D'ailleurs, pas seulement les noms propres. Hein. Parfois, on dit les noms propres n'ont pas de déterminant, mais c'est pas vrai. Il y a plein de cas dans lesquels il y a les noms propres ont des déterminants. Simplement, ce qu'on n'a pas vu encore, on a vu son rôle syntaxique, c'est-à-dire que le déterminant, on en a besoin pour construire un groupe nominal, la plupart du temps, mais on n'a pas vu son sens, hein, du point de vue à quoi il sert le déterminant. Alors les déterminants, ils servent à régler l'extension et l'extensité des noms. Alors il faudra que je vous explique ce que c'est que l'extension et l'extensité. On verra ça dans quelques instants. Simplement, je rappelle auparavant les grands types de déterminants. Le premier type, c'est l'article. Alors, avec trois types d'articles bien distincts, article défini, indéfini et partitif. Alors, je vous l'avais déjà dit, hein, dans les premiers niveaux d'enseignement, on se limite à l'article défini, indéfini, on évite les partitifs, on évite les noms avec les partitifs, parce que c'est trop compliqué. Mais, donc, on a d'abord article défini, indéfini. Il n'y a pas de difficulté particulière, sauf dans le contexte du FLE, des petits problèmes d'élision qui peuvent déstabiliser un petit peu. Bon, donc on a le là, et on a et l'apostrophe, hein, devant voyelle, d'accord. L'article indéfini, un, une, des au pluriel. Oui, j'ai oublié de dire les au pluriel pour l'article défini. Hein, le pluriel ne discrimine pas le singulier, le masculin et le féminin. Pareil d'ailleurs à l'indéfini. Un petit détail pour le D, article indéfini D, elle achète des fruits. Parfois, on a une forme réduite de l'article indéfini D avec de. Hein. Elle mange de délicieux fruits. Alors, vous voyez, ça fait partie de ces subtilités du français qui se maîtrisent à un certain niveau d'appropriation de la langue. Hein. Quand l'adjectif est antéposé au nom, on utilise de au lieu de des. D'accord ? On va dire elle mange des fruits délicieux, mais on ne dira pas des délicieux fruits, mais de délicieux fruits. Bon. Voilà. Ça, si vous voulez, là, c'est vraiment. Enfin, ça n'a pas de. Comment dire ? À ma connaissance, je ne vois pas tellement de justification grammaticale très sérieuse pour ça, c'est simplement une évolution historique qui s'est stabilisée comme ça. Ensuite, deux remarques. Hein. Quand l'article indéfini pluriel est séparé du nom par un adjectif, donc il se change en deux, ça on l'a vu ici. Hein. Et puis, deuxième remarque, quand on a une négation, ça transforme aussi, on retrouve de. Hein. Elle mange des fruits, elle ne mange pas de fruits. Bon. Alors maintenant, une fois qu'on a décrit les formes, hein, de l'article, on peut s'intéresser à leur rôle sémantique. Alors, le rôle sémantique, ça suppose d'expliquer les notions, le rôle sémantique des déterminants, ça suppose d'expliquer la distinction entre extension et extensité des noms. Hein, extension, extensité. Donc l'extension d'un nom, ou d'un concept d'ailleurs, hein, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable. Donc, là j'ai pris l'exemple des voitures, véhicules, etc. Vous voyez, si vous prenez le nom véhicule, il a une extension plus grande que l'extension du nom voiture, puisque si vous définissez l'extension comme l'ensemble des objets auxquels le nom est applicable, il y a plus d'objets que vous pouvez nommer voiture que d'objets que vous... il y a plus d'objets que vous pouvez nommer véhicule que d'objets que vous pouvez nommer voiture, puisqu'il y a des véhicules qui ne sont pas des voitures. Hein. Et même chose, si vous prenez un type de voiture, par exemple SUV, c'est encore une sous-catégorie. Donc là, vous voyez, ces ensembles-là et ces sous-ensembles, ils indiquent une réduction de l'extension. Véhicule a une extension plus grande que voiture, qui a une extension plus grande que SUV. On pourrait avoir, pas si vous prenez objet, le mot objet, ça va avoir une extension encore plus vaste. D'accord ? Alors,
là, pour changer l'extension des noms, j'ai... il y a un problème avec... Non, c'est bon. D'accord, non, parce que je vous vois discuter depuis tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris. Non, d'accord. Donc, dans l'ensemble des trois, pour distinguer ces trois, disons, degrés d'extension des noms, j'ai changé de nom, en fait. Hein. J'ai utilisé des moyens lexicaux. Mais on peut faire la même chose avec des moyens grammaticaux. C'est-à-dire, si vous passez de voiture à voiture rouge, bah, vous avez un sous-ensemble de l'ensemble des voitures. Donc vous avez réduit l'extension des noms. Alors, évidemment que dans la plupart des langues, on a des moyens de ce genre-là. Parce que si on n'avait pas des moyens grammaticaux pour réduire l'extension des noms, quand je veux parler de quelque chose de précis, hein, je suis obligé d'utiliser des noms avec une extension aussi précise que possible. Si je n'avais que des moyens lexicaux, vous imaginez, il faudrait un nom spécial pour les voitures rouges, un autre nom spécial pour les voitures bleues, un autre nom pour les voitures rapides. Enfin, bon, on n'en sort pas, c'est pas possible, il n'y a aucune langue qui est structurée comme ça. Hein. Donc on a toujours des moyens de réduction de l'extension des noms, des moyens grammaticaux, ou des moyens lexicaux. Hein. Quand on ne sait pas, on va utiliser trucs, machin, choses, qui sont des noms d'extension maximale, parce que soit on n'a pas on ne dispose pas d'un moyen de réduire l'extension d'une façon ou d'une autre. Donc, vous voyez que la régulation de l'extension du nom, elle se fait au moyen parmi les moyens grammaticaux de réduire l'extension du nom, eh bien, je vais avoir tout ce qui est expansion nominale. Hein. Donc les adjectifs, les compléments du nom, les relatifs, etc., qui vont être le moyen de réduire l'extension du nom. Ça, c'est la notion d'extension. Ensuite, la notion d'extensité, ça renvoie plus à la notion de quantité, l'extensité. Hein. C'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est appliqué. Donc, par exemple, 3 voitures, ça a une extensité plus grande qu'une voiture. D'accord ? 2 hommes, ça a une extensité plus petite que l'homme dans l'homme est mortel. Parce que l'homme est mortel, c'est l'homme en général. Donc, ça renvoie à un infini. D'accord ? Donc, ouais, l'extensité, c'est ce à quoi on applique effectivement un nom. L'extension d'un nom, elle est donnée par le dictionnaire, elle n'est pas en emploi. Hein. L'extension des noms, elle vous est donnée dans le dictionnaire. Elle est indépendante de l'emploi des mots. Alors que l'extensité, elle est donnée dans l'emploi du mot en discours. Donc il y a un lien, si vous voulez, entre l'extensité et l'actualisation. C'est-à-dire que si vous voulez parler de quelque chose de précis dans une phrase, je sais pas, parler d'un ordinateur, d'une personne, d'une table, etc. À partir du moment où vous parlez d'une chose précise, vous êtes obligé de dire combien il y en a, d'une certaine façon. On ne peut pas parler de quelque chose sans, en même temps, dire si c'est un, une, plusieurs, ou si c'est l'ensemble, etc. Vous voyez, vous avez parlé d'une table, cette table, ma table, mes tables, ma maison, etc. À chaque fois, quand vous référez, quand vous actualisez un nom. Hein. Quand on dit actualiser un nom, ça veut dire que on le passe du nom dans le dictionnaire au nom employé dans une phrase, dans une certaine situation. Dès que vous employez un nom dans une certaine situation, vous êtes obligé d'indiquer son extension, hein, au moyen du déterminant. Donc le déterminant, il sert à régler l'extensité du nom. Donc en gros, on peut dire que les choses se répartissent comme ça, en gros, hein, parce que en fait il y a une exception. Les expansions nominales, donc adjectif, complément du nom, relatif, adjectif, etc., ça va réguler l'extension, donc ça va me réduire le nom dans son extension. Et puis les déterminants, genre les articles, définis, indéfinis, etc., ils vont réguler l'extensité du nom. Hein. Alors, il y a une chose un peu particulière sur laquelle je reviendrai au sujet des possessifs et des démonstratifs, parce qu'eux, ils règlent en même temps l'extension et l'extensité. Alors, prenons les articles d'abord. Les articles 1 et le. Alors là, je vous ai affiché là une représentation du sens des articles 1 et le dans une perspective guillaumienne. Hein. C'est Gustave Guillaume qui a qui est l'introducteur de ce type de schématisation.
hein, avec donc un graphique, un schéma qui indique la chose suivante. Vous avez ici U qui veut dire universel, P qui veut dire particulier. Bon, parfois on a G pour général, P pour particulier, peu importe. L'universel, c'est donc les généralités, l'universel, les choses... Bon, et puis le particulier par opposition. Ça veut dire que l'article 1, il a une valeur qui va osciller entre du général et du particulier, mais dans un mouvement qui va vers le particulier, du plus général au plus particulier, alors que l'article le va aller du plus particulier au plus général. Donc ça, c'est l'idée générale, donc c'est que, et ça c'est extrêmement original de la part de Guillaume, c'est de dire que le sens de 1, c'est un mouvement de pensée de particularisation. Le sens de le, un mouvement de pensée de généralisation. Or, ces deux mouvements, ces deux mouvements, vous pouvez les interrompre tôt ou tard. Si vous interrompez le mouvement de particularisation très tôt, vous obtenez un 1 qui a une valeur générique, très générale. Si vous l'interrompez plus tard, vous aurez un 1 qui a une valeur particulière. Alors que le, si vous l'interrompez tôt, vous aurez une valeur particulière, et si vous l'interrompez tard, une valeur générale. Donc autrement dit, le et 1 peuvent tous les deux avoir des valeurs particulières ou des valeurs génériques, hein, spécifiques ou génériques, mais il y a une orientation un peu différente. Alors voyons les exemples. 1 en emploi générique, un enfant doit se coucher de bonne heure, c'est un enfant en général, d'accord? C'est la saisie numéro 1. Saisie numéro 2, un en emploi spécifique, un enfant entra dans la salle et s'assit sur une chaise, là c'est un bien particulier. Le en emploi spécifique, on parle d'un enfant, puis un peu après on dit l'enfant, d'accord, en référant à un enfant particulier. Ou bien elle demande à l'enfant de venir, demande à l'enfant de venir, c'est un enfant particulier. Ou bien le peut être employé en emploi générique, l'enfant aime la liberté. Donc, on a bien, dans les deux cas, un et le qui peuvent avoir des valeurs génériques et des valeurs particularisantes. Après, vous allez me dire, mais pourquoi on va dire que 1 va du particulier au du général au particulier et le du particulier au général? Alors, vous aviez une question. Excusez-moi, quand vous dites au niveau du 2 et du 3, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont la même valeur, c'est-à-dire 1 et le peuvent avoir la même valeur. Oui, une valeur spécifique, vous voyez, mais ils n'ont pas la même valeur quand même, hein. Il y a une différence entre le 1 spécifique et entre le spécifique. Quelle est la différence? Le 1, il est avant le. Donc ça veut dire qu'avec le spécifique, ça suppose qu'il y a eu un 1 avant. Il y a eu un 1 avant, un enfant, etc. Et ensuite vous reprenez en disant l'enfant. Ça c'est pour la différence entre les deux emplois spécifiques. S'il y a deux mots qui veulent dire à peu près la même chose en français, c'est qu'il y a une nuance de sens, hein. C'est comme ça dans toutes les langues, il y a des systèmes de différenciation. Donc, il y a bien sûr deux façons de renvoyer à un référent spécifique, soit avec un, soit avec le. Avec un, ça va être un seul, hein, mais souvent quelconque, indifférencié. Alors que le, on va savoir de quoi il s'agit. Donc il y a quand même clairement une différence. Maintenant, quelle est la différence entre le 1 général et le général? Entre un enfant doit se coucher de bonne heure et l'enfant aime la liberté. Eh bien, la différence qui va justifier en fait cette orientation, c'est que le 1 généralisant, il est dans son emploi presque toujours orienté vers un cas particulier. Et c'est pour ça qu'on le met là dans une orientation vers le particulier. Pourquoi je dis ça? Parce que, imaginez une situation concrète où vous dites un enfant doit se coucher de bonne heure. Vous allez dire ça, par exemple, vous allez vous vous occupez d'un enfant, tout ça, vous dites, allez, c'est l'heure d'aller se coucher, il dit, ah, j'ai pas envie, et vous allez lui dire, un enfant doit aller se coucher de bonne heure. Vous lui dites ça comme une généralité, mais ça s'applique à lui. Et jamais, dans une situation comme celle-ci, vous lui direz, ah bon, il faut aller se coucher, l'enfant doit aller se coucher de bonne heure. C'est pas possible de dire ça, hein, dans cette situation. Parce que, avec le générique, on va vers la généricité maximale. Hein. Le 1 générique, certes c'est du générique, mais c'est pas du générique pur, c'est du générique orienté vers du particulier. C'est du générique qui n'est pas complet. Alors que le générique, c'est un le vraiment qui est le maximum de généricité. L'enfant, c'est le en général, et il n'y a aucune limitation à cette généricité. D'accord ? L'homme est mortel, l'enfant doit se coucher de bonne heure, etc., etc. C'est jamais orienté vers un cas particulier. Alors, pour être complet, il faudrait parler aussi du les générique. Hein. Quelle différence avec l'enfant doit aller se coucher de bonne heure?
Les enfants doivent se coucher de bonne heure. Alors, là, la généricité est obtenue avec les d'une manière différente. Hein. Avec les, on peut... on n'a pas une généricité compacte comme ça. Quand on prend l'enfant en général, c'est compact, c'est une généricité compacte. Si je dis les enfants, ça veut dire que je prends un enfant, plus un enfant, plus un enfant, plus un enfant, et je fais une espèce de pluriel avec les enfants. Et ça a pour conséquence sémantique, sémantico-syntaxique, que je peux en soustraire. Je peux dire, les enfants doivent se coucher de bonne heure, mais celui-ci est un peu spécial. Mais j'aurais beaucoup de mal à dire, l'enfant doit se coucher de bonne heure, mais celui-ci. D'accord ? J'aime les romans, mais pas celui-ci, ça marche. J'aime le roman, mais pas celui-ci, ça marche pas très bien. Donc, vous voyez, il y a, ça aussi, ce sont des nuances intéressantes en français. Pour fabriquer du générique en français, vous avez au moins déjà 3 moyens. Vous voyez, un générique, le générique, les génériques, mais vous avez aussi tout, chaque, n'importe quel. Tout enfant doit se coucher de bonne heure, chaque enfant, n'importe quel. Et en fait, tous ces moyens, enfin, il y a des linguistes qui ont travaillé là-dessus, hein. Il y a des cas où on peut employer l'un, pas l'autre, etc. Il y a des nuances assez fines. Dans beaucoup de cas, ça se rejoint, mais il y a quand même des situations dans lesquelles on va avoir des spécificités et on va pouvoir dire chaque, mais pas tout, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce point? Oui. Par rapport à l'extension et l'extensité. Oui, extensité. Si je dis ma voiture, c'est l'extension et l'extensité. Alors, en fait, si vous dites ma voiture, j'en reparlerai la semaine prochaine quand on parlera des possessifs, c'est les deux. C'est-à-dire, vous dites, il y a une extension, vous caractérisez l'extension parce que c'est l'extension égale 1, ma voiture, par opposition à mes voitures où l'extension va être de plusieurs. Hein. Mais il y a aussi une régulation d'extensité. Je viens de dire extension, non, je voulais dire extensité, c'est plus ce que j'ai dit. Donc ma voiture, mes voitures, au sens où il y en a une ou plusieurs, là c'est la réduction, c'est la régulation d'extensité. Mais quand vous dites ma voiture, vous dites la voiture de moi. Donc de moi, c'est une régulation en fait d'extension cette fois-ci. Donc avec le possessif, d'ailleurs comme avec le démonstratif, mais je vous le redirai la semaine prochaine, on régule à la fois l'extension et l'extensité. Pas d'autres questions ? Bon, eh bien très bien. Écoutez, merci de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.